Chers étudiants, bonjour dans notre quatrième cours du principe du marketing. Aujourd'hui, on va voir le deuxième chapitre, politique produit, cycle de vie et image de marque. Donc, après avoir examiné la stratégie de marketing, nous allons maintenant approfondir à l'étude du marketing mix, c'est-à-dire les outils tactiques que les marketeurs utilisent pour mettre en œuvre leur stratégie. Dans ce cours et le cours suivant, nous étudierons comment les entreprises développent et gèrent le produit et les marques. Ensuite, nous pencherons sur les politiques des prix, de distribution et de communication marketing. Donc, dans ce deuxième chapitre, il comprend deux cours. Le premier cours, qui est le cours d'aujourd'hui, on va voir la politique produit et la marque. Alors, dans le prochain cours, nous aborderons le cycle de vie du produit et création d'un nouveau produit. Donc, je vous rappelle toujours de la démarche marketing qui consiste sur 5 étapes. La première étape, c'est de comprendre le marché ainsi que les besoins et les désirs des clients, et ça au travers l'analyse macro et micro-environnement. La deuxième étape, c'est concevoir une stratégie marketing orientée vers le client, et cela consiste sur la segmentation du marché, le ciblage et le positionnement. La troisième étape de démarche marketing, c'est d'élaborer un programme marketing permettant d'offrir une valeur supérieure. Cela signifie de concevoir un plan marketing mix qui est la politique produit, la politique prix, la politique distribution et la politique communication. Donc aujourd'hui, on va aborder la troisième étape de la démarche marketing et en commençant par la politique produit. Alors aujourd'hui, on va aborder deux éléments essentiels, la politique produit et la marque. Dans la politique du produit, on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire un produit, quels sont les différents niveaux d'un produit, les classifications de produits et les décisions relatives au produit. Deuxième élément, la marque. On va aussi savoir qu'est-ce que ça veut dire une marque, quels sont les avantages d'utiliser une marque et analyser le capital marque et quelles sont les composantes de la marque et les critères d'une marque réussie. Maintenant, commençons par la politique produit. Qu'est-ce que ça veut dire un produit? Donc, on appelle produit tout ce qui peut être offert sur un marché de façon à y satisfaire un besoin. Un produit peut être un bien tangible, un service, une expérience, un événement, un lieu, une personne, une organisation, une idée ou se composer d'une combinaison de ces différents éléments. Tout au long de ce cours, nous utilisons le terme produit de manière large pour inclure l'ensemble de ces entités, produits, services, etc. Comme par exemple un iPhone d'Apple, Toyota, un café sont des produits. Mais il en va de même pour un hôtel, un voyage en avion, un service de réparation à domicile, etc. Maintenant, quels sont les niveaux d'un produit? La figure suivante montre la distinction entre 5 niveaux de produits, chacun contribuant à accroître la valeur de l'offre pour le client. Premier niveau, c'est le bénéfice central. Deuxième niveau, c'est le produit générique. Troisième niveau, les produits attendus. Quatrième niveau, produits augmentés. Et le dernier niveau, produits potentiels. Commençons maintenant par le premier niveau d'un produit et le niveau fondamental. Ce qui importe ici est le bénéfice central que le client cherche en réponse à son problème. Cette idée met en évidence l'effet que les clients recherchent avant tout les bénéfices et les solutions que les produits ou services peuvent leur apporter. Par exemple, lorsqu'un client achète une perceuse,
il recherche la capacité de faire des trous, ce qui résout son problème spécifique. De même, un client d'hôtel cherche principalement à obtenir du repos ou du sommeil. Le rôle du responsable marketing est de comprendre ces besoins fondamentaux des clients et de mettre en avant les bénéfices que les produits ou services peuvent leur offrir plutôt que de se concentrer uniquement sur les caractéristiques techniques du produit. Deuxième niveau du produit est le produit générique. Cette notion fait référence au noyau essentiel du produit entouré de toutes ses caractéristiques spécifiques. Le produit générique représente les fonctionnalités de base et des éléments essentiels d'un produit ou d'un service. Par exemple, pour une chambre d'hôtel, le lit, la chaise et le lavabo constituent le produit générique. Ce sont les éléments de base que l'on peut s'attendre à trouver dans toutes les chambres d'hôtel. Troisième niveau du produit, c'est le produit attendu. Cette notion englobe l'ensemble des attributs que les acheteurs anticipent de trouver dans un produit ou un service. Il s'agit des attentes de base que les clients ont vis-à-vis d'un produit ou d'un service particulier. Reprenons l'exemple de l'hôtel, les attentes de base seraient que l'établissement soit propre et que le personnel soit accueillant. Ce sont des caractéristiques que les clients considèrent comme essentielles et auxquelles ils s'attendent lorsqu'ils choisissent de séjourner dans un hôtel. Quatrième niveau, le produit augmenté. Cette notion englobe tous les éléments supplémentaires que l'entreprise offre pour répondre aux attentes des clients, voire les dépasser. Il s'agit d'aller au-delà des produits de base et d'offrir des fonctionnalités, des services ou des avantages supplémentaires qui améliorent l'expérience des clients. Par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, le produit augmenté peut inclure des services de conciergerie, des installations de bien-être, des programmes de fidélité, etc. C'est à ce niveau que les entreprises cherchent à se différencier de leurs concurrents en offrant une proposition de valeur supérieure. Le cinquième niveau est le produit potentiel. Ce niveau représente les améliorations et les transformations potentielles que l'entreprise peut envisager pour satisfaire ses clients de manière innovante. Il s'agit d'explorer de nouvelles idées, des fonctionnalités ou des avantages supplémentaires qui vont au-delà des attentes actuelles des clients. Cela peut impliquer des avancées technologiques, de nouvelles approches ou des concepts révolutionnaires pour créer une proposition de valeur unique. Les entreprises cherchent à repousser les limites et à anticiper les besoins futurs des clients en proposant des produits ou services novateurs. Quelles sont maintenant les différentes catégories de produits? Les produits sont généralement classés à partir de trois caractéristiques majeures: à la base de leur durée de vie, à la base de leur caractère tangible ou non, et aussi à la base des habitudes d'achat des clients. Abordons maintenant les critères de la durée de vie et la tangibilité. Selon ces deux critères, on peut distinguer trois types de produits. Le premier type, c'est les biens périssables. Ce sont des biens tangibles qui sont consommés une ou quelques fois seulement, tels que les produits alimentaires, d'entretien, d'hygiène et de beauté. Étant donné qu'ils sont achetés fréquemment, ils sont distribués à travers de nombreux points de vente et font l'objet de multiples actions de communication visant à stimuler l'achat et à encourager la préférence des consommateurs. Deuxième type de produits, c'est les biens durables. Ce sont des biens tangibles qui peuvent être utilisés à de nombreuses reprises, tels que les réfrigérateurs, les vêtements, les voitures et les appareils électroménagers. Leur vente nécessite des efforts supplémentaires ainsi qu'un niveau de service plus élevé, ce qui se reflète dans une marge unitaire plus élevée.
Ces biens requièrent souvent une relation continue avec les clients, notamment en termes de maintenance, de garantie et de support après-vente. Troisième type de produits sont les services. Ils sont des prestations intangibles et périssables telles que les réparations, les soins médicaux et les coupes de cheveux. Ils nécessitent un contrôle de qualité rigoureux, une crédibilité des prestataires de services et une adaptation aux besoins spécifiques de chaque client. Étant donné de leur nature immatérielle, la confiance et la satisfaction des clients jouent un rôle crucial dans la prestation des services. Les entreprises doivent s'efforcer de fournir un service de qualité, personnalisé et répondant aux attentes uniques de chaque client. Maintenant, au deuxième critère de classification qui concerne les produits de grande consommation est basé sur les habitudes d'achat des consommateurs. On distingue 4 catégories de produits. La première catégorie est les produits d'achat courant. Ils sont des produits que les clients ont l'habitude d'acheter fréquemment et rapidement. Dans cette catégorie, on distingue 3 sous-catégories de produits d'achat courant. Premièrement, les produits de première nécessité correspondent aux achats les plus courants tels que le pain, le lait, le dentifrice, etc. Deuxième catégorie aussi, les produits d'achat impulsif sont achetés sans prévoyance ni recherche d'informations particulières, comme les chewing-gums. Ils sont disponibles dans de nombreux endroits faciles d'accès tels que les caisses de magasins. Troisième catégorie, on trouve les produits de dépannage. Ils sont achetés lorsque le besoin se fait sentir, comme un parapluie lorsqu'il pleut. Les fabricants de ces produits multiplient les points de vente afin de faciliter l'achat dès que le désir du consommateur se manifeste. Deuxième catégorie des produits de grande consommation, on trouve les produits d'achat planifiés. Les produits d'achat planifiés sont ceux sur lesquels le client effectue des recherches avant l'achat et compare des critères tels que la praticité, la qualité, le prix et le style. Cela concerne des produits tels que les meubles, les électroménagers et les équipements électroniques. Au sein de cette catégorie, on distingue les produits homogènes qui présentent les mêmes caractéristiques fonctionnelles mais diffèrent en termes de qualité et de prix. En revanche, les produits hétérogènes comme les meubles diffèrent à la fois en termes de caractéristiques et de style, rendant ainsi leur prix moins comparable. Pour répondre au goût de chacun, il est donc nécessaire de proposer un vaste assortiment de produits. Troisième catégorie de produits de grande consommation sont les produits de spécialité. Les produits de spécialité se caractérisent par des attributs uniques et ou une image bien définie, ce qui incite de nombreux acheteurs à faire un effort particulier pour les obtenir. Il s'agit notamment des voitures, des parfums, des alcools et des vêtements. Une Mercedes est un exemple de produit de spécialité. C'est l'acheteur qui se rend spontanément chez les concessionnaires de la marque pour l'acquérir. Les produits de spécialité n'ont pas nécessairement besoin d'une distribution très étendue, mais il est essentiel de construire leur image et de faire connaître les points de vente où ils sont disponibles. Quatrième et dernière catégorie de produits de grande consommation sont les produits non recherchés. Les produits non recherchés font référence à des produits que les consommateurs ne connaissent pas ou auxquels ils ne pensent pas naturellement, tels que les détecteurs de fumée, les assurances de vie. En raison de leur nature, ces produits nécessitent une attention particulière en termes de marketing.
souvent basés sur la publicité ou la vente personnalisée. Les entreprises doivent faire des efforts supplémentaires pour sensibiliser les consommateurs à l'existence de ces produits, éduquer sur leurs avantages et établir une relation de confiance avec les clients potentiels. Troisième classification des produits concerne les produits à destination des entreprises. Les produits à destination des entreprises, ou appelés aussi les produits business to business, peuvent être classés en fonction de la manière dont ils sont intégrés dans le processus de production et la structure du coût du client. Ces critères permettent de déterminer trois catégories. La première catégorie des produits, c'est les produits qui sont entièrement intégrés dans le produit final et se regroupent eux-mêmes en trois catégories ou bien sous-catégories. Commençons par les produits agricoles tels que le blé, le coton, les fruits, les légumes sont souvent récoltés par de nombreux agriculteurs et qui font appel à des intermédiaires tels que les coopératives pour le conditionnement, le calibrage, le stockage, le transport et la vente. Ces produits agricoles sont périssables et saisonniers, ce qui limite les activités de communication à l'exception de quelques campagnes collectives de promotion ou d'actions visant à promouvoir une marque spécifique. Deuxième type de produits dans les produits qui sont entièrement intégrés dans le produit final sont les ressources naturelles. Les ressources naturelles telles que le bois, le pétrole brut, le fer, sont disponibles en quantité limitée. Elles sont souvent lourdes, ont une valeur unitaire un peu faible et sont donc sensibles au coût de transport. Les producteurs de ces ressources sont peu nombreux, puissants et vendent souvent directement aux utilisateurs industriels. Les contrats d'approvisionnement à long terme sont fréquents et en raison de leur homogénéité, les négociations portent principalement sur le prix et les délais de livraison. Troisième catégorie sont les produits manufacturés. Ils comprennent des composants et des pièces de différents niveaux de complexité allant de la fonte à l'acier, des balles de coton au tissu imprimé. La standardisation des composants influe sur les prix et les délais de livraison. Les pièces comme les moteurs, les pneus et les transformateurs sont intégrés au produit final sans être transformés. Par exemple, les petits moteurs utilisés dans les appareils électroménagers tels que les cafetières, les robots et les aspirateurs. Ces produits manufacturés et pièces sont généralement vendus directement dans le cadre de contrats annuels ou pluriannuels. Deuxième catégorie des produits à destination des entreprises, on trouve les biens d'équipement. Les biens d'équipement ne sont utilisés que partiellement dans la fabrication du produit final. Ils se composent de l'équipement de base ainsi que des accessoires. L'équipement de base englobe les structures telles que les bâtiments, usines, bureaux, ainsi que les installations permanentes comme les générateurs et les machines. Ces achats sont de grande envergure et sont généralement réalisés directement auprès des fabricants après des négociations souvent prolongées. Pour les équipements accessoires, comprenant le matériel d'usine léger, les outils et le mobilier de bureau, ne fait pas partie intégrante du produit final, mais facilite son processus de fabrication. Sa durée de vie est plus longue que celle des fournitures, mais plus courte que celle de l'équipement de base. La plupart des accessoires sont généralement vendus par le biais de distributeurs en raison de la dispersion géographique du marché, du grand nombre de clients et des commandes de faible volume. Dans le choix d'un fournisseur, la qualité, les caractéristiques fonctionnelles, le prix
et le service sont des critères importants. La force de vente joue un rôle plus crucial que la publicité, bien que cette dernière puisse également être efficace. Troisième catégorie de produits à destination des entreprises, les fournitures et services. Les fournitures et services sont des produits industriels qui ne font pas partie intégrante du produit final. Les fournitures telles que le papier, les peintures et les clous sont comparables aux biens de consommation courante. Elles sont consommables et n'exigent pas beaucoup d'efforts de la part de l'acheteur. Elles sont généralement vendues par le biais de distributeurs et les critères de choix sont principalement le prix et le service. Les services englobent l'entretien, la réparation, le conseil, la formation, etc. Les services d'entretien et de réparation sont souvent soumis à des contrats négociés impliquant soit de petites entreprises, soit le fabricant d'origine. Les services de conseil et de formation suscitent souvent une concurrence entre les prestataires à partir d'appels d'offres. Passons maintenant aux décisions relatives aux produits. Les marketeurs prennent des décisions relatives aux produits à trois niveaux. Les décisions spécifiques à un produit, les décisions concernant les lignes de produits et les décisions concernant l'assortiment de produits. Commençons par les décisions spécifiques à un produit. La figure illustre les décisions importantes dans le développement et le marketing spécifiques à un produit. Nous nous concentrerons sur les décisions relatives aux attributs du produit, à la marque ou bien le branding, à l'emballage, à l'étiquetage et au logo, ainsi qu'au service de soutien du produit. Commençons par les attributs du produit. Le développement d'un produit implique de définir les avantages qu'il offrira. Ces avantages sont communiqués et fournis par les attributs du produit tels que la qualité, les fonctionnalités, le style et le design. La qualité des produits joue un rôle essentiel dans la stratégie de fonctionnement d'un marketeur et étroitement liée à la valeur et la satisfaction du client. La qualité des produits peut être analysée selon deux dimensions, le niveau et la cohérence. Le choix du niveau de qualité doit être en adéquation avec le positionnement des produits et les besoins des marchés cibles. La cohérence de qualité concerne la liberté de défaut et la fourniture régulière d'un niveau de performance ciblé. Des niveaux élevés de qualité et de cohérence sont essentiels pour toutes les entreprises. Pour les fonctionnalités des produits, les fonctionnalités des produits permettent de différencier et de distinguer les produits concurrents. Un produit peut être proposé avec différentes caractéristiques allant d'un modèle de base dépouillé à des modèles plus évolués dotés de fonctionnalités supplémentaires. Être le premier à introduire une nouvelle caractéristique appréciée est l'un des moyens les plus efficaces de se démarquer. Les caractéristiques appréciées par les clients par rapport à leur coût devraient être ajoutées au produit. Troisième élément, le style et le design des produits. Le style et le design des produits permettent d'ajouter de la valeur pour le client. Le design va au-delà de l'apparence et concerne le cœur même des produits, tandis que le style se réfère simplement à son apparence. Un bon design contribue à l'utilité et à l'apparence du produit. Pour parvenir à un bon design, il est important d'observer les clients, de comprendre leurs besoins et de concevoir l'expérience d'utilisation du produit en conséquence. Les concepteurs de produits devraient se concentrer davantage sur la manière dont les clients utiliseront et bénéficieront du produit plutôt que sur les spécifications techniques. Par exemple, en utilisant un design intelligent basé sur les besoins des consommateurs, Sonos
à créer un système de haut-parleurs sans fil et connecté à Internet qui est facile à utiliser et qui offre une excellente qualité sonore dans toute la maison. Deuxième élément à prendre en considération dans les décisions spécifiques à un produit est le branding, ou bien la gestion de la marque. La gestion de la marque est l'une des compétences distinctives les plus importantes des professionnels du marketing. Une marque est un nom, un terme, un signe, un symbole ou un design ou une combinaison de ceux-ci qui identifie le fabricant ou le vendeur d'un produit ou d'un service. Les consommateurs considèrent une marque comme une partie importante d'un produit et le branding peut ajouter de la valeur à l'achat d'un consommateur. Les clients attachent des spécifications aux marques et développent des relations avec celles-ci. Par conséquent, les marques ont une signification qui va bien au-delà des attributs physiques d'un produit. Le branding est devenu si puissant qu'aujourd'hui, presque rien n'est laissé sans marque. Les marques aident les consommateurs à identifier les produits qui pourraient leur être bénéfiques. Les marques véhiculent également des informations sur la qualité et la cohérence des produits. Les acheteurs qui achètent toujours la même marque savent qu'ils obtiendront les mêmes caractéristiques, avantages et qualités à chaque achat. Le branding offre également plusieurs avantages aux vendeurs. Le nom de marque et la marque déposée au vendeur offrent une protection légale pour les caractéristiques uniques des produits qui pourraient sinon être copiés par des concurrents. Troisième élément à prendre en considération dans les décisions spécifiques à un produit est l'emballage. L'emballage, le packaging ou le conditionnement est l'ensemble des activités liées à la conception et la fabrication de l'emballage des produits. L'emballage joue un rôle essentiel dans la conception et la protection des produits. Cependant, il est devenu également un outil marketing crucial. Avec la concurrence croissante et la saturation des étagères en magasin, les emballages doivent désormais accomplir plusieurs tâches de vente, allant de l'attraction des acheteurs à la communication de la position de la marque jusqu'à la conclusion de la vente. Tous les consommateurs qui achètent et utilisent un produit interagissent régulièrement avec son emballage, ce qui en fait un espace marketing primordial. Dans un environnement hautement compétitif, l'emballage peut représenter la dernière opportunité pour le vendeur d'influencer les acheteurs en faisant de lui-même un support promotionnel important. À l'inverse, des emballages mal conçus peuvent entraîner des problèmes pour les consommateurs et des pertes de vente pour l'entreprise. Il existe 3 niveaux d'emballage: primaire, secondaire et tertiaire. Ces niveaux jouent des rôles de logistique, transport et stockage, de protection, conservation des produits et d'information, support de la vente. Pour l'emballage primaire, aussi appelé conditionnement, est le premier contenant du produit en contact direct avec celui-ci. Deuxième type ou niveau d'emballage est l'emballage secondaire qui est responsable de la protection du produit pour le stockage, la manutention et le transport. Il regroupe en général plusieurs produits afin de faciliter leur transport. Le consommateur est souvent confronté à cet emballage lorsqu'il fait ses achats en magasin. Troisième niveau est l'emballage tertiaire, aussi appelé emballage de transport, qui regroupe des emballages secondaires afin d'en faciliter la livraison. Par exemple, ici dans cette figure, une bouteille d'eau contenant de l'eau, l'emballage primaire, aussi appelé conditionnement. C'est la bouteille contenant de l'eau. Cette bouteille sera livrée aux épiceries
dans des boîtes de carton, ou bien appelé l'emballage secondaire, afin de regrouper plusieurs et de faciliter leur transport, qui est l'emballage tertiaire. Dans ce contexte, l'emballage doit remplir plusieurs objectifs. Tout d'abord, identifier la marque. Le conditionnement doit permettre au consommateur d'identifier facilement la marque des produits. Cela peut être réalisé en affichant clairement le nom, le logo et les éléments distincts de la marque sur l'emballage. L'objectif est de créer une association visuelle entre le conditionnement et la marque, ce qui facilite la reconnaissance et la différenciation des produits sur les étagères des magasins. Deuxièmement, c'est de transmettre des informations descriptives et persuasives sur le produit. L'emballage doit fournir des informations essentielles sur le produit telles que ses caractéristiques, ses ingrédients, ses avantages, son mode d'emploi, etc. De plus, il peut également être utilisé de manière persuasive pour attirer l'attention du consommateur, mettre en valeur les attributs positifs du produit et stimuler l'acte d'achat. Troisième objectif, c'est de faciliter le transport et protéger le produit. L'emballage doit être conçu de manière à faciliter le transport et la manipulation du produit à travers les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement. Il doit offrir une protection adéquate contre les dommages, les chocs, l'humidité, etc. Et ça afin de préserver la qualité et l'intégrité des produits jusqu'à ce qu'ils parviennent au consommateur. Quatrième objectif, c'est aider au stockage à domicile. L'emballage doit être pratique et fonctionnel pour faciliter le stockage des produits à domicile. Il peut s'agir du format, de taille, de système d'ouverture ou de fermeture adapté à une utilisation domestique. L'emballage bien conçu permettra au consommateur de conserver le produit de manière optimale, de le manipuler facilement et d'éviter le gaspillage. Et dernièrement, c'est l'emballage facilite la consommation et l'utilisation du produit dans des situations d'usage souhaitées. Le conditionnement ou bien l'emballage doit être ergonomique et pratique pour permettre une utilisation aisée des produits dans des situations prévues. Cela peut inclure des emballages avec des becs verseurs, des dispositifs de dosage, des couvercles refermables, etc. L'objectif est de rendre l'expérience du consommateur agréable, pratique et sans problème pour le consommateur. En résumé, le conditionnement ou bien l'emballage d'un produit doit remplir plusieurs objectifs tels qu'a été mentionné, et ça pour renforcer la confiance envers la marque et améliorer l'expérience globale d'utilisation des produits. Un autre élément qu'on doit prendre en considération dans les décisions spécifiques à un produit est l'étiquette. L'étiquette est la partie du conditionnement qui contient l'information décrivant le produit. Sur le morceau de papier, de carton ou de tissu ou autre fixé à un objet pour en indiquer la nature, le contenu, la provenance et toute autre information concernant le produit. Les étiquettes remplissent plusieurs fonctions. Elles permettent l'identification du produit ou la marque. Les étiquettes permettent de connaître facilement le produit ou la marque, comme le cas des agrumes, des légumes, etc. La précision aussi du calibre. L'étiquette permet à la précision du calibre. Certaines étiquettes indiquent le calibre du produit, comme pour les œufs, afin d'informer le consommateur sur sa taille. L'étiquette aussi permettent la description du produit. Les étiquettes décrivent souvent le produit en fournissant des informations telles que son origine, son mode de fabrication, sa date limite de consommation, ses ingrédients, son mode d'utilisation
et éventuellement un label de qualité. Une étiquette contient des informations parfois obligatoires dans le domaine alimentaire. Dans le secteur alimentaire, les étiquettes sont tenues de fournir des informations obligatoires sur la composition du produit, son poids, sa valeur nutritionnelle, sa date de fabrication ou sa date limite de consommation, ainsi que la quantité de certains nutriments. Parfois aussi, il y a des étiquettes carbone. Ça, c'est une étiquette optionnelle. Certaines étiquettes peuvent indiquer le bilan CO2 du produit et parfois d'autres informations sur son impact environnemental permettant aux consommateurs de faire des choix plus durables. Aussi, les étiquettes permettent à la promotion du produit. Les étiquettes peuvent également être utilisées comme outil de promotion en permettant ou bien en mettant en valeur l'aspect graphique du produit, attirant ainsi l'attention du consommateur en renforçant la notoriété de la marque. Le dernier élément à prendre en considération dans les décisions spécifiques à un produit, le service de support produit. Le service de support produit fait référence aux services fournis par une entreprise pour assister et aider les clients après l'achat d'un produit. Ces services visent à garantir la satisfaction des clients, à résoudre les problèmes éventuels et à répondre aux questions, aux préoccupations liées au produit. Le service de support produit peut prendre différentes formes, notamment l'assistance technique, c'est-à-dire fournir une aide technique pour l'installation, la configuration et l'utilisation du produit. Aussi, il peut prendre la forme de service après-vente, c'est de traiter les réparations, les remplacements ou les retours de produits défectueux ou endommagés. Troisième forme, c'est le support client, c'est de répondre aux questions des clients, fournir des informations supplémentaires sur le produit et offrir une assistance générale pour résoudre les problèmes rencontrés. Quatrième forme, c'est la formation et documentation, et fournir des ressources telles que les manuels d'utilisation, des guides d'installation et des tutoriels pour aider les clients à utiliser efficacement le produit. Cinquième forme, c'est la mise à jour et amélioration, c'est-à-dire fournir des mises à jour logicielles, des correctifs de bugs et des améliorations du produit pour maintenir sa performance et sa compatibilité. Passons maintenant aux deuxième forme de décision dans les décisions relatives aux produits, qui est les décisions relatives aux lignes de produits. La ligne de produits, c'est le groupe de produits apparentés parce qu'ils satisfont un certain type de besoin, qu'ils sont utilisés ensemble, qu'ils sont vendus en même groupe de clients, qu'ils sont mis sur le marché par les mêmes types de magasins ou qu'ils figurent dans une certaine échelle de prix. La décision majeure concernant la ligne de produit concerne sa longueur, c'est-à-dire le nombre d'articles qui la composent. Les responsables doivent analyser périodiquement leur ligne de produits afin d'évaluer les ventes et les bénéfices de chaque article et comprendre comment chaque article contribue à la performance globale de la ligne. Une entreprise peut élargir sa ligne de produits de deux manières, par le remplissage de lignes ou par l'extension de lignes. Le remplissage de lignes consiste à ajouter plus d'articles dans la ligne existante. Il existe plusieurs raisons pour le remplissage de lignes. Augmenter tout d'abord les bénéfices supplémentaires, satisfaire les distributeurs, utiliser une capacité excédentaire, être la principale entreprise à ligne complète et combler les lacunes pour empêcher l'entrée des concurrents. Pour l'extension de ligne se produit lorsque l'entreprise allonge sa ligne de produit au-delà de sa plage actuelle. L'entreprise peut étendre sa ligne vers le bas, vers le haut
dans deux sens. Les entreprises positionnent dans le segment haut de marché peuvent étendre la ligne vers le bas. Les entreprises peuvent également étendre leur ligne de produits vers le haut. Parfois, les entreprises étendent leur ligne vers le haut pour ajouter du prestige à leurs produits actuels ou bénéficier de marges plus élevées. Troisième élément, c'est les décisions relatives à l'assortiment des produits. L'assortiment des produits d'une entreprise fait référence à l'ensemble des gammes et des articles qu'elle propose à la vente. Il peut être caractérisé par sa largeur, sa profondeur et sa cohérence. Premièrement, largeur de l'assortiment. La largeur de l'assortiment se réfère au nombre de gammes ou de lignes différentes proposées par l'entreprise. Une gamme, ou bien une ligne, désigne un groupe de produits similaires ou complémentaires qui répondent à des besoins spécifiques. Par exemple, une entreprise de vêtements peut proposer des gammes de vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants. Plus l'entreprise offre un large éventail de gammes, plus son assortiment est considéré comme large. Deuxièmement, la profondeur de chaque gamme. La profondeur de chaque gamme se réfère au nombre d'articles ou de variantes proposées dans une gamme spécifique. Il s'agit du choix offert aux consommateurs à l'intérieur d'une gamme. Par exemple, dans la gamme de vêtements pour femmes, l'entreprise peut proposer des robes, des pantalons, des chemises, etc. avec différentes couleurs, tailles, styles. Plus il y a de choix d'articles à l'intérieur d'une gamme, plus la profondeur de l'assortiment est grande. Troisièmement, la cohérence de l'assortiment. La cohérence de l'assortiment se rapporte à l'homogénéité des différentes gammes en termes d'utilisation finale d'impératifs de production ou de circuits de distribution. Cela signifie que les différentes gammes proposées par l'entreprise doivent être cohérentes et complémentaires les uns aux autres. Par exemple, une entreprise de produits de soins personnels peut proposer des gammes de soins capillaires, de soins de visage ou de soins corporels qui s'adressent à tous, à des besoins de soins personnels. Cette cohérence permet à l'entreprise de se positionner de manière claire et de renforcer sa présence sur le marché. L'élaboration de l'assortiment des produits est une décision stratégique pour une entreprise, car cela détermine les produits qu'elle propose à ses clients. En équilibrant la largeur, la profondeur et la cohérence de l'assortiment, une entreprise peut répondre aux besoins variés des consommateurs, attirer différents segments de clientèle et se démarquer de la concurrence. Abordons maintenant la deuxième partie de ce cours qui est consacrée à la marque. Une marque est un nom, un terme, un signe, un symbole, un dessin ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les biens ou services et à les différencier des concurrents. Les marques sont bien plus que de simples noms et symboles. Elles constituent un élément clé des relations de l'entreprise avec les consommateurs. Les marques représentent les perceptions et les sentiments du consommateur à l'égard d'un produit et de sa performance, tout ce que le produit ou le service représente pour le consommateur. En fin de compte, les marques existent dans l'esprit des consommateurs. Comme l'a dit un spécialiste du marketing respecté, les produits sont créés en usine, mais les marques sont créées dans l'esprit. Une marque puissante possède une forte capital marque. Qu'est-ce que ça veut dire capital marque? Le capital marque est la valeur apportée par la marque aux produits et services qu'elle couvre. Cette valeur dépend des pensées, des sentiments et des actions des clients par rapport à la marque, ainsi que des prix de ses produits, de sa part de marché et de sa rentabilité.
Un autre élément qui est essentiel dans le capital marque, qui est le capital marque fondé sur le client. On définit le capital marque fondé sur le client comme la différence provoquée par la connaissance de la marque dans la manière dont les consommateurs réagissent au produit et à son marketing. On considère qu'une marque a un capital positif lorsque les clients réagissent plus favorablement au produit et à son marketing une fois qu'ils ont identifié la marque. À l'inverse, ce capital est négatif si la réaction des consommateurs est moins favorable lorsqu'ils connaissent la marque. Cette définition intègre trois composantes. On analyse ici la différence de réaction du consommateur. Si la connaissance de la marque ne provoque aucune différence, alors la marque s'apparente à une version générique du produit. Deuxièmement, si cette différence de réaction provient de la connaissance de la marque par le consommateur, on s'intéresse donc à l'ensemble des pensées, sentiments, images, expériences, croyances qui lui sont associées. Les marques doivent tenter de provoquer des associations mentales fortes, favorables et spécifiques dans l'esprit des clients tels que la réussite Volvo autour de la sécurité ou L'Oréal Paris autour de l'innovation. Troisième composante, c'est la différence de réaction des consommateurs qui se traduit dans leurs préférences et leur comportement face à la marque. Les marques peuvent présenter plusieurs avantages pour les entreprises et pour les consommateurs. Les avantages d'une marque pour une entreprise sont nombreux et peuvent contribuer à sa réussite sur le marché. Commençons par que les marques permettent de différencier le produit à celui des concurrents. Une marque permet de se démarquer des concurrents en créant une identité unique et reconnaissable. Elle permet à l'entreprise de mettre en avant ses caractéristiques distinctives, ses valeurs et son positionnement sur le marché. Cela aide à attirer l'attention des consommateurs et à se distinguer parmi la concurrence. Deuxième élément, la fidélisation. Une marque forte favorise la fidélisation des clients. Lorsqu'un consommateur a une expérience positive avec une marque et développe une relation de confiance, il est plus enclin à rester fidèle à cette marque et à continuer à acheter ses produits ou services. La fidélité à la marque peut également encourager les clients à recommander la marque à d'autres personnes, ce qui contribue à sa croissance. Troisièmement aussi, la résistance aux guerres des prix. Une entreprise dotée d'une marque forte et d'une clientèle fidèle est moins vulnérable aux guerres des prix menées par les concurrents. Les clients attachés à une marque sont souvent prêts à payer un prix élevé pour les produits ou services de cette marque en raison de la confiance et de la valeur perçue qu'il associe à celle-ci. Cela protège l'entreprise contre les pressions concurrentielles liées au prix. Les marques présentent aussi des avantages pour les consommateurs, commençant par la facilité de l'identification des produits. En associant un nom, un logo ou d'autres éléments distinctifs à une marque spécifique, le consommateur peut rapidement repérer et reconnaître les produits qu'il souhaite acheter. Cela lui permet de gagner du temps et de simplifier son processus de recherche et d'achat. Deuxième avantage est la qualité constante. Une marque renforce la confiance du consommateur en garantissant une qualité constante d'une unité à l'autre. Les consommateurs peuvent se fier à une marque établie pour fournir des produits ou services de qualité cohérente, ce qui réduit le risque d'expériences négatives liées à la qualité. Cette constance de qualité rassure les consommateurs et les fidélise à la marque. Troisième avantage est la satisfaction psychologique.
La marque apporte une satisfaction psychologique au consommateur lors de l'achat. Le consommateur ne se contente pas seulement d'acheter un produit ou un service, mais il achète aussi l'image de marque associée à celui-ci. La marque véhicule des valeurs, une personnalité, une réputation et une identité distinctes, ce qui peut procurer une satisfaction supplémentaire au consommateur et répondre à ses besoins émotionnels. Aussi, notre avantage est la fiabilité et sécurité. Une marque établie donne au consommateur un sentiment de fiabilité et de sécurité. Les consommateurs ont tendance à se tourner vers des marques connues et réputées car ils ont confiance en la qualité et en la performance des produits ou services associés. Cela leur offre une tranquillité d'esprit et réduit leur incertitude lors de l'achat. Comment maintenant analyser le capital marque? Le capital marque dépend à la fois de la notoriété et de l'image de marque. La notoriété d'une marque mesure la part des consommateurs qui la connaissent. On peut l'évaluer de trois manières. Repérer si le client la cite spontanément lorsque l'on énonce la catégorie de produits, soit en premier, on les appelle notoriété top of mind, soit parmi la liste des marques citées, on les appelle notoriété spontanée, ou nommer la marque et leur demander s'ils la connaissent, bien notoriété assistée. L'image de la marque est l'ensemble des perceptions et des croyances de consommateurs à propos de la marque, telles qu'elles apparaissent dans les associations mentales stockées en mémoire. Une marque est d'autant plus forte qu'un nombre important de consommateurs la connaissent et s'en souvient au moment du choix, et que ces consommateurs génèrent des associations mentales à la marque forte, nombreuses, spécifiques et positives. Ces associations influenceront la manière dont les consommateurs réagiront à son marketing et dont ils percevront la performance de ces produits. Les entreprises doivent reconnaître l'importance de posséder une image de marque forte afin de donner de la personnalité à leurs produits. Pour y arriver, elles doivent s'assurer que l'image de marque correspond ou est semblable à son identité de marque. Qu'est-ce que ça veut dire une identité de marque? Une identité de marque, c'est la perception désirée par l'entreprise pour sa marque dans l'esprit du consommateur. Afin de créer une image de marque positive, il faut miser sur un message lié aux expériences que les consommateurs vivront avec le produit ou le service, et ces expériences doivent se distinguer de celles qu'ils connaissent avec les concurrents, en plus d'être mémorables et gratifiantes pour eux. Maintenant, les composantes de la marque. Les composantes de la marque sont des éléments clés qui contribuent à l'identification et à la reconnaissance de la marque. Voici une explication de chaque composante. Première composante est le nom. Le nom de la marque est un élément essentiel car il représente l'identité et l'association directe avec l'entreprise ou le produit. Dans l'exemple donné, le nom de la marque est McDonald's. Il s'agit d'un terme distinctif qui permet aux consommateurs de connaître et de différencier cette marque des autres. Deuxième composante, le logo. Le logo est un symbole graphique ou une représentation visuelle qui est associée à la marque. Il peut prendre différentes formes, telles qu'un emblème, un pictogramme, une combinaison de lettres, etc. Dans le cas de McDonald's, le logo est le célèbre M jaune qui représente les arcs dorés de l'enseigne. Le logo joue un rôle essentiel dans la reconnaissance visuelle de la marque et peut devenir un élément emblématique. Troisième composante, les couleurs.
Les couleurs sont un autre élément important de la marque. Elles contribuent à l'identité visuelle et permettent de créer une association mentale avec la marque. Dans le cas de McDonald's, les couleurs principales sont le rouge et le jaune, qui sont utilisés dans leur logo, les enseignes et leur communication aussi. Ces couleurs vives sont devenues caractéristiques de la marque et facilitent sa reconnaissance. Quatrième composante de la marque, la signature. La signature de la marque est une petite phrase ou un slogan qui accompagne généralement le nom de la marque. Elle peut exprimer des valeurs, la promesse ou l'essence de la marque. Par exemple, la signature de McDonald's est I am loving it. Cette phrase est souvent associée à la marque et renforce l'image positive de l'engagement envers la satisfaction des clients. Cinquième composante de la marque, c'est le personnage. Dans certains cas, une marque peut utiliser un personnage comme une composante supplémentaire. Ce personnage devient alors une représentation reconnaissable de la marque et peut aider à renforcer son identité. Par exemple, les marques de Mr. Proper, Monsieur Propre et Pepito utilisent respectivement un personnage masculin et un personnage fictif pour représenter leur marque et incarner leurs produits. Ces différentes composantes de la marque travaillent ensemble pour créer une identité distincte et mémorable, facilitant ainsi la reconnaissance et l'association des consommateurs avec la marque. Elles contribuent à l'image de marque globale de l'entreprise et sont souvent soigneusement conçues pour transmettre des messages spécifiques et susciter des émotions chez le consommateur. Maintenant, quels sont les critères d'une marque réussie? Les critères d'une marque réussie sont des éléments à considérer lors de la création et du développement d'une marque. Tout d'abord, une marque doit être mémorisable. Une marque réussie doit être facilement mémorisable. Cela signifie qu'elle doit avoir un nom court, simple et facile à retenir. Les exemples donnés tels que Skip, Bic ou Kire sont des marques avec des noms concis qui facilitent leur mémorisation. Les marques doivent être aussi signifiantes. Une marque doit avoir une signification pertinente et cohérente avec la catégorie de produits ou le secteur d'activité. Le logo ou le nom de la marque doit évoquer des associations mentales positives et être crédible pour les consommateurs. Par exemple, le logo de Nike avec un célèbre swoosh évoque la vitesse, ce qui est en adéquation avec l'image de la marque dans le domaine des articles de sport. La marque doit être aussi aimable. Une composante de marque doit être esthétiquement attrayante et susciter une réaction positive chez les consommateurs. Les éléments visuels tels que le logo, les couleurs et les typographies doivent être soigneusement conçus pour créer une perception agréable et plaisante. Une marque doit être aussi transférable. Une marque réussie doit être adaptable et utilisable pour lancer de nouveaux produits dans différentes catégories auprès de segments de clientèle variés ou sur différents marchés géographiques. Cela signifie que la marque ne doit pas être trop limitée ou spécifique à un produit ou un marché particulier, mais plutôt capable de s'étendre et de s'adapter aux évolutions futures de l'entreprise. Une marque aussi doit être adaptable. Une composante de marque doit être intemporelle dans la mesure du possible. Elle doit pouvoir être facilement modernisée et mise à jour au fil du temps pour rester pertinente et en phase avec les tendances et les attentes changeantes du consommateur. Un exemple est la modernisation de
l'écureuil de caisse d'épargne pour lui donner un aspect plus contemporain. Une marque aussi doit être protégeable. Une marque réussie doit être protégeable sur le plan juridique. Cela signifie qu'il doit être possible de déposer légalement le nom et le logo de la marque pour bénéficier d'une protection contre la copie ou l'utilisation non autorisée par d'autres entreprises. Cependant, il est important de noter que certains éléments de marque tels que le son peuvent être plus difficiles à protéger juridiquement que d'autres. En tenant compte de ces critères, une marque peut être développée de manière stratégique pour être mémorable, significative, attrayante, adaptable, transférable et protégeable, ce qui contribue à sa réussite sur le marché. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre cours et avant de le clôturer, on fait un petit rappel sur les concepts clés. Tout d'abord, un produit va au-delà de ses caractéristiques tangibles et peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'un bien matériel, un service, d'une expérience, d'un événement, d'un lieu, d'une personne, etc. Aussi, il peut être composé d'une combinaison de ces différents éléments. Et lorsqu'on considère un produit ou un service, il peut être utile de conceptualiser selon 5 niveaux distincts. Premier niveau, c'est le bénéfice central. Il s'agit de la raison principale pour laquelle un client recherche ce produit ou service. Par exemple, le bénéfice central d'une perceuse est la possibilité de faire des trous. Deuxième niveau, c'est le produit générique. Il s'agit des fonctionnalités de base et des attributs intrinsèques du produit. Et troisième niveau, c'est le produit attendu. Et ce sont les caractéristiques et les performances que les clients considèrent comme standard ou normal. Quatrième niveau, c'est le produit augmenté. Il s'agit des fonctionnalités, des services ou des avantages supplémentaires offerts par l'entreprise pour différencier son produit sur le marché. Et cinquième niveau, c'est le produit potentiel. Il s'agit d'explorer de nouvelles idées, de fonctionnalités ou des avantages supplémentaires qui dépassent les attentes actuelles des clients. En considérant ces 5 niveaux, les entreprises peuvent mieux comprendre les besoins et les attentes des clients ainsi que les opportunités d'innovation pour leurs produits et services. Cela leur permet de développer les offres différenciées et de créer une proposition de valeur unique sur le marché. Les produits sont classés en fonction de leur durée de vie, de leur tangibilité et des habitudes d'achat des clients. Selon la durée de vie et de la tangibilité, il existe 3 types de produits: les biens périssables, les biens durables et les services. Les biens périssables sont consommés une ou quelques fois, tels que les produits alimentaires, d'entretien et d'hygiène, et les biens durables peuvent être utilisés à plusieurs reprises, comme les réfrigérateurs et les voitures. Les services sont intangibles et périssables, tels que la réparation et les soins médicaux. Une autre classification basée sur les habitudes d'achat des consommateurs distingue 4 catégories de produits de grande consommation: les produits d'achat courant, les produits d'achat impulsif, les produits de dépannage et le prix d'achat planifié. Les produits de spécialité et les produits non recherchés sont également identifiés. Les produits à destination à des entreprises sont classés en fonction de leur intégration dans le processus de production et de la structure du coût du client. On distingue les produits entièrement intégrés, les biens d'équipement et les fournitures et services.
Ces classifications aident les entreprises à comprendre les caractéristiques des produits et à adapter leur stratégie de marketing, de distribution et de vente en fonction de différents types de produits. Les responsables marketing prennent des décisions à différents niveaux en ce qui concerne les produits. Il y a des décisions spécifiques à un produit. Cela inclut des éléments tels que le développement du produit, c'est-à-dire les attributs du produit et la qualité, l'emballage, l'étiquetage et le branding ou bien l'image de marque. Les responsables marketing doivent prendre des décisions concernant ces éléments pour créer et proposer un produit attractif et compétitif sur le marché. Il y a aussi des décisions concernant les lignes de produits. Les décisions concernant les lignes de produits se rapportent à l'ensemble des produits offerts par une entreprise dans une catégorie spécifique. Une ligne de produits regroupe des produits similaires ou complémentaires qui répondent à des besoins ou à des segments de marché spécifiques. Il y a aussi des décisions concernant l'assortiment de produits. Les décisions concernant l'assortiment de produits portent sur l'ensemble de gammes et des articles proposés à la vente par une entreprise. Cela inclut des considérations telles que la largeur de l'assortiment, c'est-à-dire le nombre de gammes différentes, la profondeur de chaque gamme, le nombre d'articles dans chaque gamme, et la cohérence de l'assortiment. Les responsables marketing doivent évaluer les besoins des clients, les tendances des marchés, les avantages concurrentiels et les objectifs de l'entreprise pour prendre des décisions éclairées sur l'assortiment de produits. Donc, en prenant des décisions de ces trois niveaux, le responsable marketing peut façonner et gérer efficacement l'offre de produits pour répondre aux besoins des clients, atteindre aussi des objectifs de l'entreprise et se démarquer de la concurrence. On a abordé aussi la marque. La marque est un ensemble de symboles, de noms et de signes qui permettent d'identifier et de différencier les produits ou services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Les marques vont au-delà du simple élément visuel et jouent un rôle crucial dans les relations entre l'entreprise et les consommateurs. Elles présentent les perceptions et les émotions du consommateur vis-à-vis des produits ou des services, ainsi que tout ce qu'il incarne pour eux. Le capital marque, c'est-à-dire la valeur d'une marque, dépend des pensées, des sentiments et des actions du consommateur, ainsi que des prix de la part de marché et de la rentabilité des produits associés à la marque. Un capital marque positif se manifeste lorsque les clients réagissent de manière plus favorable au produit et à son marketing lorsqu'ils reconnaissent la marque, tandis qu'un capital marque négatif se produit lorsque la réaction des consommateurs devient moins favorable une fois qu'ils connaissent la marque. Les marques aussi doivent avoir des critères pour être réussies dans le marché. Et parmi eux, les marques doivent être facilement mémorisables grâce à un nom court et simple. Les marques doivent avoir une signification aussi pertinente et cohérente avec la catégorie des produits ou le secteur d'activité. Aussi, la marque doit être aimable, c'est-à-dire les éléments visuels de la marque tels que le logo et les couleurs doivent être esthétiquement attrayantes et susciter une réaction positive chez les consommateurs. Et transférable, c'est-à-dire la marque doit être adaptable et utilisable pour différents produits, segments de clientèle et marchés géographiques. Les marques aussi doivent être adaptables, c'est-à-dire la marque doit être intemporelle et capable d'être modernisée au fil des temps pour rester pertinente. Aussi, les marques doivent être protégeables. La marque doit être protégeable juridiquement pour éviter une utilisation non autorisée par d'autres entreprises.
Et nous avons maintenant terminé notre cours et le prochain cours sera consacré à la deuxième partie de ce deuxième chapitre qui est le cycle de vie du produit et la création de nouveaux produits. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci.